messieurs, j'ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui au nom du comité d'organisation de cette journée Kesher, dernière conférence dans cette salle pour aujourd'hui, et nous avons la chance de recevoir quelqu'un que vous connaissez certainement, Martine Braunschweig-Grave, ancienne conseillère d'État à Genève, comme vous le savez, et actuellement présidente de la Commission fédérale contre le racisme. La biographie, vous trouverez évidemment dans le programme. Bonne soirée. Je vous promets, à 10h ce soir, on arrête. Ah non, on vient nous stopper. Bon, déjà, j'aimerais vous proposer quelque chose pour que chacun y trouve son compte. J'avais l'intention de parler tout d'abord 35 à 40 minutes et ensuite de laisser la place pour un échange. S'il n'y a pas d'échange, je vous relance la conversation sans problème aussi, mais pour qu'il y ait aussi un peu d'interaction. Tout ça pour vous dire que je suis très fière d'être là, très touchée de voir combien la salle est pleine. Je le suis parce que c'est un honneur pour moi, mais je le suis aussi parce que le thème est important et que je trouve vraiment particulièrement bienvenu qu'on puisse l'aborder tous ensemble. Ça me touche d'autant plus que de savoir qu'il y a 4 communautés réunies ici, ce qui n'est pas toujours facile à réussir, pour autant que je le sache. Et je me souviens d'avoir évoqué ce vœu il y a bien des années, en rencontrant certains de ses responsables et en disant c'est véritablement important, et ça a un lien avec le sujet que je vais aborder par rapport à l'antisémitisme, c'est extrêmement important d'avoir des communautés qui sont conscientes d'elles-mêmes, qui s'entendent aussi sur des sujets importants. Et je dirais que les thèmes que vous traitez aujourd'hui sont des sujets qui fédèrent, qui peuvent ouvrir des débats, mais qui permettent aussi aux uns et aux autres de se retrouver ensemble à réfléchir. Et sachez que pour quelqu'un qui doit représenter ici la Commission fédérale contre le racisme, j'en profite pour saluer ma vice-présidente Sabine Simkovic, qui en bonne camarade est là aussi. Et je trouve que c'est important pour nous de voir à quel point on peut finalement se retrouver. Alors, pour chacun, j'essaye toujours de préparer la problématique du racisme en fonction du lieu et des interlocuteurs. Je vous dirais franchement, ça m'a toujours gênée de parler de racisme parce que quelque part, la problématique de la race en tant que telle est justement quelque chose qu'on n'a pas envie de traiter de cette façon-là, mais c'est un terme convenu et donc on va l'utiliser de façon convenu. Pour commencer, je vais vous faire une citation parce que pour moi, elle est très constitutive et très représentative de ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai choisi un titre qui dit qu'on n'en a jamais fini et que le combat est toujours à recommencer. Et cette citation de Marguerite Yourcenar nous le dit. Dans tout combat entre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus. Et je dirais que cette phrase-là, que j'ai trouvée l'autre jour, s'applique à beaucoup des problématiques que je vais évoquer aujourd'hui et qui s'inscrivent dans le thème qui m'a été donné. Tout d'abord, quelque chose qui m'a frappé, qui n'est pas en Suisse, mais qui va vous intéresser pour vous montrer à quel point il y a non seulement une nécessité de parler du racisme, mais plutôt de le faire aussi à l'envers, en disant certains faits. J'ai vu l'autre jour que l'Institut Homo Homini, qui est un institut qui a fait une enquête à Varsovie, en Pologne, relativement récemment, c'était en avril 2013, avait fait une enquête auprès des jeunes varsoviens. Parmi les questions posées étaient celles qui convenaient de savoir si ils étaient d'accord d'avoir un voisin juif en classe. La tristesse de l'opération m'oblige à vous dire que 44,1% de ces jeunes interrogés n'auraient pas aimé avoir un voisin juif en classe et que 40,1% n'aimeraient pas avoir de juifs dans leur classe. C'est des pourcentages qui sont relativement élevés, mais le chercheur en question relevait que s'agissant de ce constat-là, c'est un chercheur sur les discriminations de l'université de Varsovie, c'était malheureusement des pourcentages que l'on rencontrait en Pologne dans d'autres études nationales du même type.
génie. Non, mais écoutez, c'est une question de respect. Je comprends très bien. Alors, C'est pas nous quand on vous le prenez. Ayant réglé ces petits détails techniques, je vais continuer avec un autre exemple qui était cette fois l'idée de, et toujours en Pologne, malheureusement c'était les derniers que l'on a eus, s'agissant de l'Holocauste cette fois, si l'on demandait si l'aide apportée aux Juifs par les Polonais pendant l'Holocauste avait été suffisante, en dessous ou excessive. 54,6% estimaient qu'elle avait été suffisante. L'histoire nous a montré ce qu'il en était. 4,9% pensaient le contraire. Et 11,2% estimaient qu'elle avait été excessive. Ça n'est pas pour critiquer la Pologne ce que je dis là, parce que je suis convaincue que faire ce type d'enquête ailleurs nous amènerait parfois, à certaines périodes de la vie, des réponses parfois du même type. Et je donnerai un troisième exemple pour vous dire, dans la problématique qui nous occupe, ensuite on la prendra d'une façon plus large. Le 31 juillet à Genève, dans le journal Le Matin, un homme de 55 ans, on annonce sa condamnation avec sursis de 6 mois de prison parce qu'il avait publié des articles à caractère antisémite sur Internet. Il n'en avait pas publié un. Il les avait publiés de 2010 à 2013, ce qui est quand même relativement considérable. Et les commentaires qui étaient sur le blog du journal Le Matin étaient des commentaires qui ont dû être effacés pour une bonne partie parce qu'ils étaient proprement antisémites, si je peux dire que proprement est l'adverbe qui convient, et que le seul qui est resté, qui n'avait pas été effacé, était « et la liberté d'expression », point d'interrogation. Ça m'amène à faire le lien avec l'existence non seulement de la commission, mais de ce qui nous régit chez nous et de ce qui peut indiquer quelles sont les limites, cette fois les limites pénales que nous avons dans notre pays par rapport au racisme. Nous avons une liberté d'expression à titre individuel, tant que cela reste une affaire privée. Mais nous avons une norme pénale contre la discrimination raciale qui condamne celles et ceux qui publiquement portent atteinte au respect dans ce domaine-là, que ce soit par des actions, que ce soit par des paroles, l'écriture, l'image, le geste ou des voies de fait. Et donc, on a un cadre légal. La première chose que je dirais, c'est que ça n'est pas allé sans mal. Ça nous semble acquis pour certains, même si le Parlement fédéral a reçu plusieurs interventions qu'il a fallu traiter. J'y étais encore présente quand on a refusé la dernière, et qui demandaient ni plus ni moins, pour l'une d'entre elles, que la suppression de la norme de l'article 161b du Code pénal, donc celle qui permet de condamner. Et donc, nous avons vécu un vote populaire. Et ce vote populaire a été acquis à moins de 60%, c'était aux environs de 55%. Et donc, ça n'était pas tout à fait la chose la plus facile à obtenir, comme vous pouvez le voir, et ça avait été contesté par voie référendaire. Ça n'était pas un référendum obligatoire, ça signifie que des gens l'ont contesté pour deux raisons qui n'étaient pas nécessairement les mêmes, mais pour certains au nom de la liberté d'expression, et on a entendu même un conseiller fédéral dénoncer à l'extérieur du pays, il y a quelques années, le fait que cette norme existe, parce qu'il estimait que c'était une atteinte à la liberté d'expression, et ces paroles-là, il les avait dénoncées depuis la Turquie. C'est vous dire que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ces choses-là existent, et vous verrez avec ma conclusion tout à l'heure à quel point le contexte politique est important dans ce type de cas-là. Mais ce dont je me souviens par rapport à ce moment de la votation, et là j'étais fière pour le gouvernement auquel j'appartenais ici, parce que c'est la seule et unique fois depuis très longtemps que le gouvernement incorporé, ça veut dire les 7 personnes qui siègent collégialement, avait fait une proclamation. Les proclamations ne sont faites que dans des moments extrêmement importants, et avaient assisté ensemble à une manifestation publique, alors que normalement les gouvernements cantonaux n'interviennent pas dans les votes fédéraux. Et nous étions à l'époque dans un gouvernement qui n'était pas de couleur multicolore, si on peut dire, puisque certains l'appelaient monocolore.
il ne l'était pas autant qu'on le croit, mais en tout cas, il partageait des valeurs qui sont des valeurs qui nous ont paru à l'époque suffisamment importantes pour que la parole politique soit portée lors d'une votation de ce type-là. Et pourquoi? Parce qu'en définitive, ça n'est pas qu'une question juridique. Et pour moi, qui ne suis pas juriste et qui laisse aux juristes le soin de bien expliquer ce genre de choses, ce qui m'a paru important comme femme politique, c'était le fait qu'en ayant une norme, on dessine une limite. C'est la limite que l'État montre et désigne comme étant ce que l'on ne doit absolument pas dépasser. À l'intérieur de cette limite, la liberté de penser, elle existe totalement. La liberté d'expression à titre privé, elle existe. Qu'elle soit honorable ou détestable, là n'est pas le propos. Mais ensuite de ça, il y a des limitations et on ne peut pas, dans la sphère publique, accepter un certain nombre de choses qui portent atteinte à l'autre et au respect de l'autre. Et ça, c'est très important que nous l'ayons. Ça ne veut pas dire que c'est si simple, ça ne veut pas dire que c'est facile à appliquer, ça ne veut pas dire non plus que toutes les plaintes aboutissent, plaintes qui doivent être poursuivies d'office aboutissent, et ça ne veut pas dire que nous ayons toujours le pouvoir de l'actionner. Et ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, des associations qui peuvent être représentées ici n'ont pas, dans une affaire de ce genre-là, la qualité pour agir. Et donc il y a encore des efforts à faire si on veut arriver à un moment donné à faire en sorte que cette norme puisse fonctionner. Et le grand danger serait qu'on l'utilise à mauvais escient. Parce que lorsqu'on est sur la sellette et lorsqu'on voit à quel point on est dans une situation où l'acceptation de la norme est quelque chose de sensible, on doit veiller aussi à ne pas la banaliser et à faire en sorte qu'elle ait du sens. Et tout l'équilibre consiste à trouver les bonnes causes à porter et qui justifient aussi autant de fois ensuite un signal d'alarme. Mais comme vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai montré, le fait même d'actionner une norme pénale telle que celle-ci et d'avoir dans un journal ce qui est bien en soi, parce que c'est au moins, je dirais, sur le plan médiatique, la responsabilité de donner aussi les raisons pour lesquelles finalement quelqu'un est condamné, eh bien comme vous le voyez, comme je l'ai mentionné, nos moyens actuels sur le plan électronique font que le fait même de publier ce type de nouvelles déclenche un certain nombre de réactions. Ça n'est pas la première et ça n'est pas la dernière fois. L'antisémitisme n'est pas la seule problématique dont nous occupons. Et pour donner dans l'espace et dans le temps quelque chose de plus important, dans notre pays qui sait aussi accueillir et dont je ne dirai jamais que c'est un pays raciste, mais je dirais qu'il y a des sentiments qui parfois s'expriment en termes de xénophobie, en termes d'antisémitisme, en termes de racisme au quotidien, en termes de réactions anti-noires, en termes, vous le verrez encore tout à l'heure, d'autres réactions vis-à-vis des Roms, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de quantité de catégories de personnes qu'on considère comme étant l'autre et l'autre à qui on peut s'attaquer. Mais j'étais appelée cet été à prononcer des discours du 1er août. En fait, j'ai toujours pensé en être dispensée au moment où j'arrêtais ma carrière politique et j'ai constaté que maintenant c'était 2 jours de suite. J'ai un grand avenir de discours du 1er août devant moi en comptant les jours de l'année. Mais au-delà de ça, en cherchant, parce que j'avais décidé que c'était finalement le thème que j'allais porter, et on me l'a d'ailleurs demandé comme ça, et j'ai trouvé là aussi que c'était important, que le jour de la fête nationale soit un jour où on vienne demander, en l'occurrence c'était une commune de la rive gauche, plus huppée on va dire, qui souhaitait ce thème-là, et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on peut à la fois fêter quelque chose qui peut parler de l'identité suisse, si on veut, et aussi du respect que cela implique des autres, et de pourquoi finalement ça n'est pas contre les autres, mais c'est avec tous. Mais en cherchant le thème de mon discours, en travaillant le thème de mon discours, je suis tombée sur un livre que j'avais il y a très longtemps et qui parlait des années 70, du tout début des années 70 et du premier vote populaire qui avait trait aux étrangers en Suisse. C'était ces fameuses initiatives dites Schwarzenbach. J'avais 20 ans et je n'avais pas le droit de vote. Je me suis rattrapée depuis. Mais dans ce livre-là, il m'a donné envie de rechercher
ce qu'on disait à l'époque. Et j'ai cherché dans les archives du journal de Genève, puisqu'on peut trouver ces archives sur Internet, les commentaires qui étaient faits à la veille de la votation. Et il y en avait un fait par un des journalistes qui était le suivant, je vous cite simplement la phrase. « On a beau dire au ménage helvétique qu'un maçon italien bâtit 40 logements dans l'année, alors qu'il n'en occupe qu'un, il suffit qu'il cohabite sur le même palier avec quelques familles suisses pour que celles-ci ne se sentent plus chez elles. » C'était en 1970. Mais pour ceux qui ont vécu ce combat-là, et il y en a dans la salle, moi j'ai connu ça à travers mes parents, à travers d'autres gens dans ma famille, le combat était extrêmement violent, les discours étaient extrêmement durs, et il y a eu des actes que je qualifierais de plus que désagréables, faits à l'égard de personnes qui s'engageaient en faveur des étrangers et contre les initiatives. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a toujours, dans une société, quelle qu'elle soit, de façon plus ou moins exprimée, des germes qui s'expriment à certains moments, qui s'expriment moins à d'autres, qui sont parfois susceptibles d'être réveillés alors qu'ils dorment. Mais ce que l'on peut constater, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un combat sans cesse renouvelé, que la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, c'est parce que finalement c'est constitutif de la façon dont les gens regardent l'autre et comment ils le vivent.